7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La veille de Noël, un homme est pris à partie dans une dispute de bar avec un groupe de 6 jeunes. L'heure est à la fête, les verres se sont enchaînés. Rien d'anormal, une petite dispute en fin de soirée, ça arrive. Sauf que les 6 jeunes, dont on imagine assez facilement le profil, choisissent de ne pas en rester là. Après avoir retrouvé le domicile de l'homme, ils se rendent chez lui et brisent une vitre pour entrer, bien décidés à se venger. L'homme, alerté par le bruit, les surprend et dans un réflexe salutaire, s'empare de son fusil de chasse et tire. Les malfrats prennent la fuite, l'un d'eux est blessé à la jambe, la justice se saisit de l'affaire et l'homme qui s'est défendu est mis en examen pour tentative de meurtre. Alors cela pourrait rester au stade de faits divers, passer et être oublié, et ça sera probablement le cas d'ailleurs. Mais cet épisode mérite que nous nous y attardions car il reflète en réalité la question que se posent de plus en plus de Français. Ne devrais-je pas envisager de me défendre moi-même ? L'insécurité ne cesse d'augmenter, l'État démontre chaque jour un peu plus son impuissance face au phénomène, les Français se sentent abandonnés, alors certains sont tentés. Ils décident de se mettre au sport de combat, de s'armer, d'autres organisent des rondes de surveillance dans leur quartier. En bref, chacun se met à imaginer des façons d'assurer sa sécurité et celle de ses proches. Mais une question se pose alors, jusqu'où est-on prêt à aller pour cela ? Oui, car pour faire face à la violence, il faut bien souvent accepter d'être soi-même violent. Et en France, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. On se retrouve alors dans la position de ce pauvre homme qui se défend chez lui, hors la loi. Pour décrypter cette tentation de l'autodéfense qui se popularise, ce que cela reflète et les enjeux qui l'accompagnent, nous recevons Bertrand Saint-Germain, docteur en droit et universitaire. Il exerce également des fonctions d'élu local et de conseil en stratégie juridique. Cette position lui permet notamment de porter un regard critique et lucide sur l'utilisation politique du droit dans les débats publics. Et il est également auteur de Prendre les armes aux éditions Le Polémarque. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez commencer, comme ça on saura précisément de quoi on parle, commencer par définir le terme d'autodéfense et peut-être le nuancer justement avec celui de légitime défense ? Bien, l'autodéfense relèverait plutôt d'une approche d'un phénomène naturel, alors que la légitime défense en tant que telle est un concept qui relève du droit et du droit pénal. L'autodéfense, c'est le fait qu'une personne se trouve dans une situation de se faire elle-même son propre défenseur. C'est une réalité qui a été décrite de tout temps par l'ensemble des auteurs. Cicéron est l'un des plus connus sur ce propos quand il écrit qu'il est une loi non écrite, dit-il, une loi que chaque homme n'a appris ni de ses maîtres, ni de ses pairs, ni étudiée, mais une loi que nous tenons de la nature même, dit-il. Donc, c'est-à-dire, c'est la nature qui inspire cela, c'est le fait de se défendre lorsque l'on est attaqué. Alors justement, vous le disiez, c'est un phénomène naturel et pourtant, donc très tôt, la politique a essayé de s'emparer de ce sujet pour le réguler, l'encadrer. Donc comment ça s'est passé un petit peu et refaites-nous rapidement, si vous pouvez, l'historique de l'autodéfense. Alors, l'autodéfense en elle-même donc, est absolument naturelle. C'est relevé depuis Cicéron et puis plus proche de nous, Hobbes, Locke, Grotius disent la même chose. Et puis, face à ce phénomène, l'État, spécialement en France, mais c'est vrai dans la quasi-totalité des autres États, a ressenti dans le fait que sa population dispose d'armes un élément de danger quant à une éventuelle violence qui pourrait en résulter, et puis aussi de danger vis-à-vis de l'État. Si on se souvient des grandes journées révolutionnaires de la Révolution française, eh bien, c'est bien la foule en armes qui a conduit à leur développement, à leur essor et au tour qu'elles ont pu prendre. L'un des épisodes les plus connus, c'est évidemment la prise de la Bastille, mais on peut penser à d'autres événements de cette grande révolution, durant lesquels le fait que la population soit armée a renforcé son intervention au milieu des troubles et de la période. Et cela a généré un mouvement de la part des gouvernants visant à encadrer, restreindre, voire interdire la possibilité que les citoyens disposent d'armes. Voilà. Et l'élément
l'un des éléments les plus forts, évidemment, c'est la situation qui est celle de la France aujourd'hui, où la loi dit clairement que posséder une arme de catégorie A, ce qu'on appelle les armes dites de guerre, eh bien, est interdit. Même chose pour les armes de chasse, etc., etc. Simplement, la loi prévoit une dérogation à cette interdiction pour un certain nombre de catégories qui ont été limitativement énumérées, à savoir les tireurs sportifs, les chasseurs, les collectionneurs. Mais en dehors de ces exceptions, le principe français est bien celui d'une interdiction de posséder des armes. Alors, Là, certainement pas. Il y a une forme de paradoxe parce qu'on a l'impression que plus la situation est dangereuse et risque de dégénérer, donc soit entre les citoyens et l'État, soit entre les citoyens eux-mêmes, moins les citoyens ont justement d'accès aux armes ou en tout cas aux moyens de se défendre. Alors que pourtant, c'est précisément dans ces moments-là qu'ils pourraient en avoir besoin. Oui, d'ailleurs, dans l'affaire dont vous avez parlé, la personne est mise en examen, effectivement, pour coups et blessures volontaires. Elle est mise en examen aussi, c'est assez intéressant, pour détention d'une arme non autorisée. Alors, il ne s'agit pas de se prononcer sur cette affaire, mais on peut spontanément imaginer deux choses. C'est que le caractère légitime de sa défense soit reconnu, en application des dispositions du Code pénal, puisqu'on a bien une agression de la personne chez lui, avec effraction. Ce sont les conditions de l'article 122.6 du Code pénal qui présume la légitime défense dans ce type de circonstances. Et puis ensuite, il y a la question de la détention non autorisée d'une arme, pour laquelle, si c'est effectivement le cas, s'il n'avait pas le droit de posséder ce fusil de chasse, eh bien, il encourra très certainement une condamnation. D'ailleurs, pour l'instant, cette personne ne fait l'objet que de mesures de contrôle judiciaire et ça ne va pas plus loin. Alors, dans le cadre de la légitime défense, justement, il me semble qu'il y a aussi une question de proportionnalité. Est-ce que dans le cadre de la défense d'un domicile, on admet que face à des agresseurs qui ne sont pas ou peu armés, on peut se défendre en l'étant soi-même bien plus? Alors, c'est ce qu'on appelle c'est une situation de légitime défense présumée. C'est celle qu'on trouve à l'article 122.6 du Code pénal. L'article 122.6 nous dit que si l'on se défend chez soi, donc à l'intérieur de son domicile, de nuit, il y a une présomption que la défense soit légitime. La formule de l'article dit qui est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité. Donc c'est pas simplement l'entrée dans une propriété, mais c'est bien l'entrée par effraction, violence ou ruse, au sein du lieu habité et de nuit. Ici, on peut penser... Alors, cette situation est différente selon qu'elle se produit de jour ou de nuit. L'idée ici de cette légitime défense privilégiée, c'est qu'on est de nuit et que par définition, la personne qui est chez elle ne sait pas à quel danger elle se trouve confrontée. La solution serait différente si les mêmes événements se produisent de jour, parce que là, on considérera qu'a priori, on a une autre solution. Par exemple, la fuite, l'appel au secours, etc., etc. Ici, il y a une légitime défense présumée. Cela ne signifie pas qu'elle sera nécessairement reconnue à la suite de l'enquête, mais la personne est présumée avoir agi de légitime défense, agi de manière légitime, parce que justement, on était de nuit, qu'il y avait effraction et que c'était chez lui. Voilà le... Alors, au-delà de ce cas de légitime défense donc très spécifique, il y a aussi de nombreux Français qui expliquent qu'ils sont prêts à aller au-delà de la légitime défense, notamment après le drame de Crépol. On a vu beaucoup d'interviews et c'était pas de jeunes militants engagés, etc. Non, on parle vraiment de Monsieur Tout-le-Monde qui expliquait qu'en fait, il était prêt maintenant à accepter le fait qu'il devait se défendre lui-même, quoi qu'il en coûte, y compris justement s'il se mettait hors la loi. Est-ce que donc vous observez vous aussi ce phénomène et est-ce que vous pourriez y apporter des explications ? Alors, il est toujours assez difficile d'étayer par des chiffres un phénomène évoqué à travers un certain nombre de déclarations. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de gens qui pratiquent le tir sportif.
Or, effectivement, pratiquer le tir sportif est une des conditions de la dérogation permettant de posséder des armes à son domicile. Sur les chasseurs, la situation est un peu plus nuancée parce qu'il semblerait qu'il y ait dans le profil des gens qui passent le permis de chasse un certain nombre de gens qui s'inscrivent dans la logique que vous avez relevée, que vous avez rappelée. Simplement, le nombre global de personnes possédant un permis de chasse et qui plus est un permis de chasse avec une licence annuelle permettant l'exercice de la chasse diminue chaque année. Donc, évaluer les chiffres n'est pas évident. Ensuite, il est certain qu'il y a tout un tas d'armes, on pourrait dire de collection, mais qui ne sont pas possédées par des personnes à titre de collectionneurs. Telle arme retrouvée ou récupérée par le grand-père ou l'arrière-grand-père, tout un certain nombre d'armes qui passent sous les radars et qui sont transmises directement à l'occasion de successions, etc., etc. Et de cela, on n'a pas d'éléments chiffrés, évidemment. Mais la tentation de disposer des moyens de se défendre est fréquente, d'autant qu'on sait aujourd'hui, spécialement si l'on habite en zone rurale, qu'entre le moment où on appelle les secours et le moment où ceux-ci seraient effectivement présents sur les lieux, il peut se passer facilement 20 à 30 minutes. Alors justement, donc, pardon, vous avez fini? Il peut se passer un peu de temps et qu'à ce moment-là, disposer d'une arme est justement le moyen de prévenir, d'assurer sa défense et de prévenir l'absence de secours. Puisque le principe du contrat social, c'est bien qu'on remet à l'État le soin d'assurer l'ordre public, mais cela ne vaut évidemment que tant que l'État parvient à le faire. Dès lors qu'il ne respecte pas l'obligation contractuelle qui est la sienne d'assurer la sécurité, chacun se trouve en droit légitimement fondé à l'assurer lui-même, protéger ses biens, sa propriété, sa personne et sa famille. Alors justement, Bertrand Saint-Germain, est-ce que, selon vous, il ne serait pas temps que l'État reconnaisse son incapacité à intervenir immédiatement, mais même plus généralement ces derniers temps, il nous prouve aussi juste son incapacité à gérer une situation qui est de plus en plus explosive. Est-ce que donc l'État ne pourrait pas admettre cela et peut-être revoir les fondements de la loi et la rendre plus légère concernant tout ce qui est alors l'armement, mais plus généralement, en fait, plus globalement, la défense des citoyens? Alors, évidemment, un pays, sa législation est aussi le produit de son histoire. La France n'est pas les États-Unis, pas plus qu'elle n'est la République tchèque. Et même si certains promeuvent actuellement l'inscription en France ou la reconnaissance d'une disposition semblable au deuxième amendement américain, vous savez, ce deuxième amendement garantit le droit des Américains de posséder des armes à leur domicile et ensuite, bien souvent, sur eux et avec eux. En France, on n'en est pas là et il semble peu probable qu'une telle législation voit le jour en France. Alors, simplement, il y a effectivement une grosse interrogation. Si l'État n'assure plus la sécurité, comment fonder, comment justifier qu'il interdise finalement, parce que c'est ça, aux citoyens d'assurer eux-mêmes leur propre défense? Parce que Voilà. le citoyen se retrouve donc démuni. Enfin, donc on l'a compris, il y en a quand même qui essayent de détourner un petit peu les lois et qui jouent sur ces fameux cas qui sont tolérés. Donc, lorsqu'on est inscrit dans un stand de tir, quand on a passé son permis de chasse. Et alors, il y en a beaucoup que ça inquiète et qui nous disent, mais regardez, les Français commencent à s'armer. Alors que, bon, initialement, c'est quand même motivé par la peur et l'instinct, hein, et instinct tout à fait louable, puisque c'est celui de se défendre et celui de ses proches. Mais enfin, ça en effraie quand même certains qui finissent par alerter en disant mais si ça se trouve, on va se retrouver avec des tueries de masse comme aux États-Unis. Regardez récemment à Prague, le jeune homme qui allait attaquer une université et a fait une dizaine de morts. Donc, que leur répondre? Alors, évidemment, quand on parle des armes, de la liberté d'accès aux armes, vient très fréquemment, si ce n'est pas immédiatement, une remarque ou une réflexion sur les États-Unis,
durant la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait répondu qu'il ne voulait pas d'une France qui soit le Far West, et il y a cette hypothèse, cette situation des tueries de masse. Alors, il y a plusieurs choses à relever. D'abord, par exemple, notez que le pays d'Europe qui connaît le plus d'armes par habitant, c'est notre voisin, c'est la Confédération helvétique. En Suisse, la Suisse est le deuxième pays au monde en proportion d'armes par habitant, après les États-Unis, et la Suisse n'a connu que 2 tueries de masse depuis un peu plus d'un siècle. Il faut savoir qu'en Suisse, il n'est pas rare de voir des gens circuler avec des armes, puisque les citoyens, lorsqu'ils effectuent leur service militaire, service de milice, dit-on en Suisse, eh bien, ont la possibilité de ramener leurs armes à leur domicile. Et donc, vous les croisez en ville, dans le tram, à pied, avec leurs armes. Et puis, ils peuvent également, c'est une des spécificités suisses, conserver leur arme à la fin de ce service militaire. Ils la conservent à leur domicile. Alors, l'exemple suisse montre bien que la libre circulation, la première réglementation suisse a moins de 10 ans, elle a été acceptée par référendum, mais cela montre bien que la libre circulation des armes n'est pas ipso facto synonyme d'accès aux armes. Ensuite, synonyme de tuerie de masse. Et quand on examine un peu les tueries de masse, parce que ce phénomène des tueries de masse, c'est très peu étudié en France, de même que l'accès aux armes. Et il faut savoir, par exemple, que si vous allez sur le site de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, si vous lisez la littérature anglo-saxonne, vous avez aux États-Unis plusieurs centaines et même quelques milliers d'ouvrages qui abordent ces questions de l'accès aux armes, de matière historique, philosophique, et puis les tueries de masse. Et donc, on a pas mal de données sur ces tueries de masse, alors il faut les exploiter, il faut discriminer un petit peu. Toutes les banques de données qui étudient ces tueries de masse n'ont pas les mêmes critères, mais simplement, quand on regarde ces tueries de masse, on trouve un certain nombre d'éléments. D'abord, notez que près du quart d'entre elles sont commises avec des armes illégales, que 75% d'entre elles sont commises par des gens ayant de graves troubles psychologiques, voire psychiatriques, que la quasi-totalité d'entre eux de ces tueries, d'entre elles, sont également commises par des gens ayant une addiction aux stupéfiants. Et tous ces éléments font que, au regard de la législation, par exemple, de pays moins libéraux que les États-Unis, plus restrictifs en matière d'accès aux armes, ces éléments justifieraient que les personnes n'aient pas eu accès aux armes. Donc, et quand on regarde les États-Unis, je développe évidemment les choses plus longuement à l'écrit dans mon essai, mais l'État des États-Unis qui a la législation la plus radicale, la plus restrictive des 50 États en matière d'accès aux armes, c'est la Californie. En Californie, il est quasi impossible de se procurer une arme légalement. Eh bien, il faut savoir que la Californie, qui compte pour 12% de la population américaine, c'est l'État le plus peuplé des États-Unis, eh bien, connaît à lui seul près de 20% des tueries de masse qui se produisent aux États-Unis. Donc, on ne peut pas faire un lien direct entre accès aux armes, facilité d'accès aux armes et tueries de masse. Et dernier point sur ces tueries. Très rapidement, s'il vous plaît, monsieur Saint-Jean. Essentiellement lieu sur le lieu de travail de l'auteur de la tuerie, et on est loin de l'image ordinairement véhiculée là-dessus. Nous en reparlerons peut-être une autre fois. Mais écoutez, et si d'ici là, nos auditeurs veulent en apprendre plus, je les invite à se procurer votre ouvrage, donc Prendre les armes aux éditions Le Polémarque. Il est notamment disponible, je crois, sur le site de la FNAC. Voilà, donc un bel ouvrage qui traite de la question sous l'angle philosophique, juridique, historique, très complet, et qui part de l'Antiquité à nos jours. Donc je les invite à se renseigner, à se le procurer si la question les intéresse. Et puis on vous retrouvera, vous, Bertrand Saint-Germain, très bientôt. Merci pour votre venue.